Coucou à toi, je reviens enfin pour mon enquête sur la communication non violente, mon enquête d'autodéfense intellectuelle, et je vais te parler des publications scientifiques que j'ai trouvées sur le sujet. Quand j'ai voulu commencer mon enquête sur la communication non violente, je me suis rendu compte que ça a fait monter une angoisse. Alors dans cette vidéo pour communication non violente, je vais dire CNV, ça ira plus vite. Quand je dis CNV, ça veut dire communication non violente. En fait, je me suis rendu compte que j'avais peur de la dissonance cognitive. En fait, la dissonance cognitive, c'est quand ce que tu as dans la tête et tes croyances entrent en contradiction avec les données. C'est pas cohérent, il va falloir donner une cohérence à ça. Tu peux par exemple te dire qu'il va falloir changer ta croyance, tu peux également essayer de mettre les données de côté, en fait, tu peux le résoudre de plein de façons. Et tu vois, dans ce cas, moi j'aime beaucoup la CNV, je l'utilise dans beaucoup de parties de ma vie, et si tout d'un coup je vais voir les données scientifiques et que je me rends compte que c'est bullshit, il va falloir que je réorganise ma façon de penser le monde. Et la CNV, elle touche à beaucoup de points importants dans ma vie. Elle touche à mon éducation avec les enfants, elle me sert à gérer mes relations amoureuses, mes relations amicales, mes relations professionnelles, mes relations avec ma famille. En fait, toucher à la CNV, ça touche à beaucoup de parties de ma vie. En fait, la CNV, elle conditionne même ma vision du monde, elle conditionne mon rapport à la violence, je t'en reparlerai en fin de vidéo. Elle conditionne tellement de choses que toucher à ça, toucher à la CNV, c'est pas anodin. En fait, c'est un peu comme un deuil, je te dirais. C'est comme si t'avais ta croyance, ta vision du monde, et que tout d'un coup, il fallait faire le deuil de ça pour passer à autre chose. Ou alors, il fallait refuser de voir les données que tu voyais, ce qui est très douloureux aussi. Du coup, je tiens quand même à rappeler que quand tu débats avec quelqu'un qui risque d'entrer en dissonance cognitive, il se peut que cette personne n'ait pas envie de débattre. Fuis le débat d'une façon ou d'une autre, c'est peut-être sans parler, peut-être en devenant agressif, peut-être en... À ce moment-là, c'est très important de prendre en compte le fait que l'autre n'a pas envie de débattre. Si tu vois que l'autre n'a pas envie, si tu vois que l'autre fuit, ne le force pas. Ne le force pas, la dissonance cognitive, pour avoir déjà connu, ça fait mal. C'est pas facile à vivre. Et plus c'est un sujet important de ta vie, plus c'est difficile à remettre en cause. Tout ça pour dire qu'en fait on est des êtres humains complexes et qu'il n'y a pas juste un débat d'arguments, de données, il y a toute une vie en nous. Et ça c'est aussi très important de le prendre en compte. Et je dis ça justement par rapport au fait que je côtoie la communauté sceptique, parce que souvent je vois des messages qui se concentrent uniquement sur les arguments, et les arguments sont importants, mais voilà, juste prendre en compte un spectre plus large. Du coup, une fois que je me rends compte que j'ai peur d'être en dissonance cognitive, ça m'embête parce que je pense que ça peut altérer la qualité de mon enquête. Du coup, j'ai pas commencé mon enquête au moment où j'ai voulu la commencer. Au moment où j'ai voulu la commencer, j'ai vu que j'avais l'angoisse, et j'ai décidé de travailler sur cette angoisse avant de commencer mon enquête. En fait, je l'ai fait par la prévention, c'est-à-dire que je me suis dit, ok, imagine que tu fais ton enquête et tu te rends compte que la CNV c'est bullshit. Est-ce que tu te sens capable de réorganiser ta vie d'une manière équilibrée, même sans la CNV, même si la CNV est bullshit? Comment tu vas faire ça? Et c'est là que j'ai commencé à avoir plein de pistes possibles pour faciliter une transition vers une vie sans la CNV. Et c'est à ce moment-là que petit à petit je me suis sentie de plus en plus capable de vivre sans la CNV, et c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était intéressant d'aller lire les publications scientifiques à ce sujet. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où je commence mon enquête, j'essaie pas de me dire « Ok, tu vas leur prouver que la CNV ça marche ». Parce que ça, du coup, c'est pas du tout une démarche sceptique. J'essaie plutôt de me dire « J'ai vraiment envie de savoir à quel point ça marche ». Je tiens quand même à dire que le fait que j'ai fait ça, ça veut pas dire que je n'ai plus de biais de confirmation. Et je tiens quand même à dire que ça ne veut pas dire que je suis neutre. Je ne suis pas neutre, je ne suis jamais neutre, et je pense qu'aucun de nous n'est jamais neutre. Nous avons une construction, nous sommes plongés dans un milieu, et tout ça c'est important de le prendre en compte. Donc ça c'est vraiment le warning, je suis pas en train de te dire la vérité dans cette enquête, je suis même pas forcément en train de te dire la vérité des publications scientifiques, je suis en train de te dire ce que moi, avec mon niveau, j'en comprends, et ce que moi, avec mon biais de confirmation et ma non-neutralité, j'ai envie de t'en dire. Pour moi c'est vraiment hyper important de préciser ça, parce que la démarche sceptique, elle repose sur le fait que chacun, on va essayer d'avoir des outils et que chacun, on va essayer de s'informer et qu'on va partager ensemble. Et c'est pour ça que je t'invite, si tu vas lire les études que je mets en lien, n'hésite pas à me donner ton avis argumenté qui peut être contraire au mien. C'est vraiment comme ça qu'on va aller le plus en plus pour moi vers la vérité. J'aimerais te parler de mes critères d'inclusion. La première chose, c'est que je recherche des publications scientifiques et non pas des livres ou autres. Ce qui est important pour moi, c'est que dans ma vidéo sur la communication non violente, je te parle pas de non-violence au général. Je te parle d'une méthode spécifique qui est la CNV au sens de Marshall Rosenberg. Et du coup, pour tester ça, moi j'ai envie d'aller chercher des études scientifiques qui parlent de la CNV
au sens de Marshall Rosenberg. Et je recherche sur PubMed et pas ailleurs parce que j'ai l'impression que c'est un moteur de recherche de qualité qui va me sortir des publications scientifiques qui sont plutôt sérieuses. Franchement, il y en a pas beaucoup. Déjà, il y en a aucune qui a été publiée par Marshall Rosenberg lui-même, qui était docteur en psychologie clinique. En galérant, je trouve quelques études qui se rapportent spécifiquement à la CNV de Marshall Rosenberg, mais je trouve pas de revue, je trouve pas de méta-analyse. Et là, j'ai envie de te mettre un gros warning. Pour moi, les revues et les méta-analyses, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui va me faciliter le travail. Pourquoi ? Parce que je suis pas spécialisée dans ce domaine, parce que je ne suis pas une chercheuse, et que du coup, quand je tombe face à des publications scientifiques, peut-être qu'il y a des notions que j'ai pas, etc. Et du coup, quand il y a une revue, quand il y a une méta-analyse, je sais que c'est des chercheurs dans le domaine qui sont allés faire le lien entre les différentes données des différentes publications scientifiques, et je sais qu'ils font ça mieux que moi. Du coup, je me demande comment je peux faire pour savoir si les études que je vois sont fiables ou pas. Il faut savoir qu'ici on est en sciences sociales et que c'est pas forcément comme les sciences dures et qu'on peut pas appliquer exactement les mêmes critères à tout pour connaître la fiabilité d'une publication scientifique. Bah ouais, mais je fais comment alors ? Bah du coup, je vais demander à quelqu'un qui s'y connaît dans la recherche, dans les sciences sociales. J'ai demandé à un doctorant comment on pouvait savoir si une publication scientifique en sciences sociales était de qualité. Il m'a répondu qu'il fallait voir si les concepts présentés sont bien définis et ont une définition cohérente avec le reste de la littérature scientifique sur le sujet. Il faut également se demander s'ils sont mobilisés de façon correcte dans cette publication scientifique. Par exemple, si sur une étude scientifique c'est écrit « on va mesurer l'effet de X sessions de CNV sur l'empathie », comment on définit CNV, comment on définit empathie, comment on mesure, est-ce que c'est cohérent avec la littérature scientifique sur le sujet, est-ce que les mesures sont prises de manière correcte dans cette étude, etc., etc., etc. On va pas se le cacher, j'ai pas les compétences pour faire ça. Alors du coup, je vais te dire ce que j'ai quand même. Ce que j'ai, c'est que c'est des études que j'ai trouvées sur le site PubMed. Ce sont des études qui ont toutes été publiées dans des journaux revus par des pairs. Ce sont des études qui ont été publiées dans des journaux avec un facteur d'impact supérieur à 1 et ça va jusqu'à 6, combien ? Et ça va jusqu'à 6,17. Tout ça, ça me pousse quand même à dire que c'est pas non plus des études complètement bullshit. Du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est de te parler des 5 études que j'ai sélectionnées. Je te mets les liens dans la description, et n'hésite pas à me dire si selon toi j'ai mal interprété, je me suis trompée sur un truc ou un autre, y a vraiment aucun souci. Tu peux me le mettre dans les commentaires de la vidéo, tu peux venir me voir sur les réseaux sociaux. Vu que j'ai sélectionné que 5 études, je vais te parler des 5 études. La première étude, elle concerne 7 heures d'apprentissage de CNV à des équipes de travail d'un centre de santé et d'un centre social au Québec. Les résultats individuels sont inégaux, mais il y a une augmentation des compétences de groupe, surtout au niveau des prises de décision et du partage du plan d'action. Les limites à cette étude, c'est que la CNV, ça s'apprend pas en 7 heures et c'est qu'il y avait peu de monde. La deuxième étude, elle est menée sur des personnes latino-immigrées en Californie du Nord pour voir l'impact de l'apprentissage de la CNV sur les comportements violents et délinquants. Donc ces personnes ont participé à 6 sessions. Une session d'évaluation, 4 sessions d'apprentissage de la CNV et une session d'évaluation. Les adultes qui ont participé à ces sessions ont exprimé énormément de gratitude et ils ont dit qu'ils pensaient que ces outils allaient changer leur vie. Ils ont noté une transformation pour un mieux-être et ils ont trouvé que ces outils étaient adaptables pour une utilisation au sein de leur communauté. Dans la troisième étude, il y a 104 volontaires parmi 606 travailleurs dans une organisation de santé publique à Berlin. Du coup, on a un groupe contrôle qui a continué à travailler normalement et un groupe qui a eu des sessions de CNV. Des sessions de CNV sur 3 jours, avec 7 heures par jour, avec un tiers de théorie et 2 tiers de pratique. Selon cette étude, la CNV est un moyen efficace d'améliorer les compétences émotionnelles et interpersonnelles et pour prévenir la détresse empathique au travail. C'est la détresse qu'on peut ressentir face à l'émotion de quelqu'un d'autre. La CNV est également efficace pour réduire le stress au travail. Alors du coup, dans cette étude, les auteurs se prononcent sur le fait de, à leur avis, comment ça marche. Ils disent dans un premier temps qu'observer sans juger permet un détachement émotionnel qui a été démontré dans plusieurs études comme réducteur de stress, et notamment via la neuroimagerie. Ils disent que l'écoute empathique a été étudiée en 2006, en 2007 et en 2011, et qu'elle contribue à la régulation des affects négatifs dans les situations à haute tension. Ils disent également que l'amélioration portée à ses propres émotions a déjà démontré une amélioration de la régulation des émotions, et du coup ils disent que pour améliorer les résultats, ce serait intéressant de faire une future étude avec un groupe contrôle qui aurait des sessions de communication, qui ne seraient pas de la CNV, mais des apprentissages de communication. La quatrième étude, elle concerne des patients alcooliques hospitalisés dans 2 hôpitaux de Corée du Sud. Donc on a eu un groupe contrôle qui a eu la désintox normale, on a un groupe contrôle dans chaque hôpital. Et dans chaque hôpital également, un groupe qui a eu la désintox normale, plus 2 sessions de CNV par semaine pendant 4 semaines, pendant les 4 semaines de la désintox. Et du coup, il y a eu un suivi des 2 groupes après la sortie. Alors ils disent qu'il faut savoir qu'il y a 50% des personnes qui rechutent dans le mois suivant leur cure de désintox, et ils disent que dans les 3 à 4 mois, c'est 80% des personnes qui
qui rechute. Je connaissais pas du tout le sujet, ces chiffres me paraissent énormes, c'est un truc de dingue je trouve. Et du coup ce qu'ils cherchent à faire c'est de baisser ce taux de rechute. Et du coup en fait ils se basent sur des études qui ont montré que les éléments les plus prédictifs à une rechute sont le manque d'habileté sociale de la personne, les émotions négatives notamment dans les conflits entre personnes. En fait l'alcool c'est une stratégie d'évitement face à ce genre de problème. Et quand les situations réapparaissent dans la vie de la personne, si elle n'a pas trouvé d'autres solutions, elle va facilement rechuter vers l'alcool. D'où l'importance d'apprendre à ces personnes d'autres stratégies à utiliser dans ces situations-là. Dans le groupe qui a suivi les sessions de CNV, on note une amélioration significative de l'empathie, de l'expression de la colère, de compétences en communication, notamment en cas de communication de conflit, et on note également une amélioration de l'abstinence vis-à-vis de l'alcool. Alors, dans la 5e étude, on a des hommes de plus de 18 ans qui sont en liberté conditionnelle et en cure de désintox, dans une résidence en Californie du Nord, et on a 30 volontaires. Sur les 30, on en a 19 qui ont fini les 8 sessions de CNV. C'est des gens qui sont sans emploi à 93%, c'est des gens qui ont été beaucoup en prison dans leur vie. La moyenne du temps passé en prison est de 14,7 ans, et l'âge moyen de la première incarcération c'est 19 ans. Ils ont reçu 8 sessions de CNV d'1 heure, et on a noté une augmentation significative de leur niveau d'empathie. Ils ont accepté et utilisé la CNV très rapidement dans leur vie personnelle, et ils ont noté des effets positifs immédiats. Et la plupart trouvent même qu'elle est utile pour la street life, la vie de la rue. Et la plupart ont exprimé le souhait de continuer à apprendre la CNV parce qu'ils trouvaient que c'est un outil pertinent pour leur réhabilitation. Donc les auteurs de cette étude en concluent que la CNV peut être utile pour accompagner un programme de réhabilitation pour les personnes en liberté conditionnelle, que la CNV peut aider les personnes en liberté conditionnelle à bâtir et à maintenir des réseaux de soutien social positifs. Elle peut être efficace pour améliorer la communication lors des conflits des personnes incarcérées et des personnes à comportement criminel. À la fin de l'intervention, plus le score en CNV était élevé et plus la personne était capable d'utiliser la CNV dans tous les domaines de sa vie. Les participants ont été très agréablement surpris de l'utilisation de la CNV dans la communication avec leur entourage. Ils ont décrit énormément de situations de leur vie personnelle où ils avaient l'impression d'avoir réussi à mieux écouter, à créer une meilleure connexion et à mieux s'écouter eux-mêmes. Certaines personnes ont trouvé que la CNV les aidait dans la street life, la vie de la rue, et qu'elle leur apportait des compétences intéressantes. Par contre, certaines disaient que ça leur faisait peur de paraître faible et ils préféraient s'en passer. Je me demande si c'est pas lié au fait que je disais que plus le score en CNV est élevé et plus on arrivait à l'utiliser dans tous les domaines de sa vie. Si je devais faire une synthèse, je dirais plutôt que ça va dans le sens que la communication non violente, elle a plutôt des vertus. Elle va plutôt amener à une meilleure communication, à une meilleure empathie, à une meilleure gestion des émotions, des choses comme ça. Après, je me demande si ces études sont généralisables. On a des travailleurs de centres de santé, des centres sociaux, on a des prisonniers, on a des personnes alcooliques, on a des personnes violentes et délinquantes. On peut dire que c'est pas hyper représentatif de la population en général. Donc, est-ce que ces études sont généralisables? Quand je vois tous ces résultats, c'est très cohérent avec ce que moi je vis. Alors, je suis pas alcoolique, j'ai pas fait de la prison, je suis pas délinquante, mais ce que je veux dire c'est que oui, j'y ai trouvé un énorme épanouissement dans le fait de m'écouter moi, d'écouter l'autre, de créer des connexions beaucoup plus enrichissantes. Et puis pour résumer vite fait, moi je suis plus que comblée de ces outils de communication qui, à mon avis, me permettent de créer des relations qui n'étaient pas aussi belles avant avec les personnes de mon entourage, avec mes enfants, avec mes amoureux, avec mes amis, avec ma famille, j'en suis comblée. Moi, ce qu'on m'a demandé dans ma dernière vidéo, c'est est-ce que la CNV, elle peut aider à lutter contre les oppressions? Il faut savoir que Marshall Rosenberg, il donne énormément d'exemples dans ses bouquins, le niveau de preuve est beaucoup plus faible, mais il donne énormément d'exemples de gens opprimés. Il va expliquer comment il a aidé des employés à faire respecter leurs limites par leur hiérarchie, il va montrer comment il a aidé des femmes au foyer à faire respecter leurs limites par leur famille, et notamment par exemple, non, tu n'es pas obligé de faire toutes les tâches ménagères, et comment tu peux gérer le conflit pour dire que ça, t'es pas d'accord. Il explique comment il a aidé des prisonniers à faire entendre leurs besoins à des personnes qui devaient décider de leur libération conditionnelle ou pas. Ça me semble donc un outil intéressant, et pour mon cas personnel, encore un faible niveau de preuve, faut pas se leurrer, moi quand j'étais dans le modèle perdant-gagnant, je perdais presque tout le temps. Depuis que je suis en CNV, j'ai tellement l'impression de pouvoir faire entendre mes limites à l'autre et de pouvoir les entendre moi-même en fait. Entendre les limites de l'autre, c'est quelque chose que j'ai beaucoup intériorisé et que j'ai beaucoup fait. Entendre mes limites, c'était déjà un premier pas, et les faire respecter à l'autre en disant « non mais stop, ça c'est pas acceptable pour moi », c'est vraiment des outils que la CNV m'a aidé à mettre en place, et du coup je trouve que pour mon cas personnel, ça a été vraiment une aide. J'aimerais faire un petit warning en fin de vidéo, attention, la CNV ce n'est pas une injection à la non-violence. Et ça c'est hyper important pour moi parce que j'ai vu plusieurs fois des personnes faire des injonctions à la non-violence, et je pense que la CNV ce n'est pas ça. Et donc tous les petits discours de oui, il faut être non-violent, il faut pas se mettre en colère, il faut pas... j'ai envie de te dire,
Attention, quelle personne se met en colère et pourquoi? Quelle personne est agressive et pourquoi? J'aimerais, quand on parle d'injonction à la non-violence, qu'on voit toutes les formes de violence et qu'on mette toutes les formes de violence dans la balance. Une personne qui se met en colère parce qu'elle est opprimée de différentes façons, j'ai envie de te dire, bien sûr que je la comprends, et bien sûr que je vais pas lui dire « Eh ben non, on t'oppresse, mais tu te tais, tu es gentil, et tu exprimes de manière non violente ». Il faut savoir que même l'injonction à la non-violence, c'est une violence. Une injonction, c'est une violence, la non-violence, ça t'apprend l'empathie, donc essayer de faire taire l'autre sous couvert de « tu devrais t'exprimer de façon non violente », alors qu'on n'est pas du tout conscient de toutes les violences qui entourent une certaine situation, et qu'en fait, on vient de balancer plein de violences symboliques à l'autre, dont on n'a pas conscience, et qu'on l'empêche en fait de se défendre contre cette violence en lui disant « Ah bah non, mais moi je suis non-violent, donc tu dois être non-violent aussi, t'as vu, j'ai parlé doucement, t'as vu, moi j'ai utilisé des mots bien, j'ai parlé comme il faut », ça je suis pas d'accord. Alors tout ça c'est un sujet beaucoup plus vaste que je vais pas aborder dans cette vidéo, mais ça me paraissait important de le préciser. Autre chose, j'ai écouté un livre audio de 9 heures de Marshall Rosenberg. Dans ce livre audio, il parle de comment on peut lutter pour une société plus juste par la non-violence. C'est intéressant, mais franchement, il faudrait beaucoup de temps pour en débattre, je peux pas te le faire en 2 secondes maintenant. Et puis c'était aussi pour te dire que dans cet audiobook, il parle également de justice. Comment on fait une justice non punitive, une justice non violente. Et du coup, ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant, mais je peux pas t'en parler ici. Et puis en plus, c'est pas des sujets que j'ai approfondis à fond, c'est vraiment, j'ai écouté ces livres, ça m'a paru intéressant, mais voilà, je connais pas le sujet de ouf, etc., etc. Donc tout ça pour te dire que pour ma part, je vais continuer à utiliser la communication non violente, qui me semble être un outil très pertinent, qui ne me semble pas être un outil d'oppression, même si certaines personnes pourraient vouloir l'utiliser de cette façon-là, et à ce moment-là, attention. Je me suis rendu compte ces derniers temps qu'il y avait des cas de ma vie où j'utilisais la communication non violente et que je trouvais ça hyper intéressant de te partager comment j'aurais communiqué avant, comment j'ai communiqué en façon non violente, les différents enjeux, les différences qu'il y a entre les deux communications, et je vais essayer de te faire des vidéos sur le sujet en espérant que mon état me permette de tourner de nouvelles vidéos dans pas trop longtemps. Et ben écoute, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à la commenter, à la liker, à la partager, n'hésite pas à venir me retrouver sur Twitch. Je te laisse mes réseaux sociaux, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt. Il y a une vidéo où je bois. Non, c'est laquelle? En étirant le tronc pour l'œil, la vérité. Ça marche aussi pour manger.